Bonjour, bienvenue, welcome back. I'm very pleased to welcome our next guest, who is a cybersecurity risk expert who has more than 20 years' experience in both protecting and securing infrastructure. With a comprehensive view of the global threat landscape, Alexandre Blanc will speak on the recognition tools of cyber criminals, how to protect yourself from them, and how to take control of a poorly maintained organization under domain. Please join me in welcoming Alexandre. Oui, oui. Ça fonctionne-tu? Excellent. Bon, bonjour et bienvenue. Merci d'être ici. Fait que j'étais introduit, c'est parfait. On va essayer d'amener un petit peu de valeur ajoutée en français cette fois-ci. Fait qu'aujourd'hui, dans le lab de cyberdéfense, donc on va parler de la prise de contrôle de sous-domaines. Alors en anglais, là, c'est subdomain takeover. Là, il y a un truc, la traduction qui était passée de travers. Et puis on va voir un petit peu comment c'est un risque pour l'organisation. Et puis, comment on peut prendre le contrôle de manière active ou passive d'une organisation au niveau des sous-domaines. Je vais vous présenter quelques exemples d'exploitation de sous-domaines et comment adopter une meilleure posture. On a 30 minutes, on va essayer de faire fitter tout ça. Donc, au niveau des sous-domaines, la prise de contrôle active ou passive. C'est pour un public assez averti, donc on parle de gestion DNS, de zone DNS et de domaines utilisés dans votre organisation, donc tout ce qui est TLD, la organisation.com, .ca, etc. Et puis tout ce qui est le sous-domaine, ça va être machine.sous-domaine, machine.organisation.com, etc., etc., par exemple. Donc, la source de la prise des sous-domaines, c'est une mauvaise hygiène dans la gestion des zones DNS. Donc on parle notamment au niveau des impacts, qu'est-ce qui génère cette mauvaise gestion. C'est pas mal les équipes DevOps, les load balancers, la configuration de load balancer, l'infrastructure qui est ajustée dynamiquement et la rotation du personnel. Donc c'est la gestion de cycle de vie des sous-domaines qui vient impacter le risque avec ces informations-là. Les impacts directs, ça va être le détournement de contenu au niveau des sites web des organisations. Ça va être le détournement d'utilisateurs. Le phishing très efficace, je vais venir un petit peu plus en détail avec ça. Puis le vol de cookies, les cookies d'authentification, qui servent à l'authentification des sessions, au traçage des utilisateurs. Et finalement le CSRF, Cross-Site Request Forgery. Techniquement, c'est injecter des sites un petit peu comme des injections SQL, mais de scripts JavaScript qui permettent d'appeler des sites via un autre domaine. La problématique et le risque vient du fait que quand on a un sous-domaine qui est abandonné et que ce sous-domaine est pris en contrôle, et je vais vous montrer pourquoi et comment après, par un attaquant, il va être capable d'héberger ce qu'il veut dessus. Puis souvent, au niveau de la sécurité des organisations, on va avoir tendance à mettre en liste de validation tout le domaine, domaine.com, domaine.tld, etc., et tout ce qui est en dessous de ces domaines-là. Donc ça fait une ressource qui est de confiance pour l'organisation, et malheureusement, quand la cible est prise, ça va contourner les défenses qui sont en place, comme les firewalls, les filtrages de sécurité, etc., ou même les filtres email. Donc au niveau de l'utilisation pour un attaquant, on a la livraison de malware sous le nom de l'organisation, soit directement pour les cibles de l'organisation, soit l'hébergement de malware ou de ransomware, de payload comme ça s'appelle, pour aller distribuer ça dans les organisations. Techniquement, on apprend aux utilisateurs avec les programmes de sensibilisation de toujours vérifier les liens à cliquer, de ne pas aller sur des sites qui sont douteux, etc. Mais quand vous avez un sous-domaine comme sous-domaine.organisation.com par exemple, eh bien effectivement, ça a l'air vraiment d'être une ressource de l'organisation, donc l'utilisateur va avoir confiance et c'est un gros activateur de confiance pour l'utilisateur qui va cliquer et puis souvent exécuter. Donc ça permet des attaques avec un très haut taux de succès. Ensuite, l'exploitation des certificats TLS SSL avec soit du wildcard par les CDN ou le SAS ou directement d'avoir des sites trustés avec le petit cadenas. On enseigne aussi dans la sensibilisation de faire attention que les données sont encryptées. Quand on prend le contrôle d'un sous-domaine, on est capable avec Let's Encrypt par exemple d'enregistrer un domaine SSL avec un certificat qui va être valide. Et quand on fait ça, au niveau du navigateur, on n'a aucun warning, aucune alarme. Ça a l'air vraiment d'être un site de confiance. Malheureusement, quand la cible est sous contrôle de l'attaquant, ben, ça va aussi contourner les processus de sécurité. On peut ensuite, si on a le contrôle d'un sous-domaine, créer des instances SaaS, donc Software as a Service. Donc on parle par exemple de Salesforce ou tous différents outils. Puis je vais vous montrer quelques exemples de takeover, ça va vous parler un petit peu plus. Et sur le domaine de la marque. Donc typiquement, si on veut détourner des clients, envoyer des fausses factures, etc., et qu'on a un sous-domaine qui héberge une plateforme de facturation ou n'importe quoi de ce cas-là, ça aura l'air très légitime et c'est une façon très efficace de pirater. Finalement, on peut faire de l'empoisonnement du SEO, là, le Search Engine Optimization.
donc tout ce qui est votre indexation sur le web au niveau des moteurs de recherche. Quand on prend le contrôle d'un sous-domaine, ça va être très facile de valider l'authentification du serveur au niveau par exemple de Google pour aller valider, puisqu'ils vont demander à mettre en place un fichier sur votre serveur web pour vérifier l'authenticité. Et comme ça pointe sur votre serveur, vous n'avez aucune difficulté à mettre en place ça. Ou ils demandent parfois de mettre une clé dans les champs métafield de la page web, et vous êtes capable de réclamer la propriété de cette page-là et de modifier l'enregistrement au niveau de la zone DNS. Donc si on veut empoisonner la marque, détourner, il y a tout un tas d'attaques qu'on peut faire avec ça, ça peut être très efficace. Et finalement, l'empoisonnement des médias sociaux de la même façon, puisqu'on est capable de partir des fausses pages au nom d'entreprise, avec de l'hébergement sur le sous-domaine au nom d'entreprise, et aussi polluer la marque, et parfois même réclamer les pages au nom de l'entreprise, puisqu'on est capable de passer le processus de vérification, dépendamment des étapes, dépendamment de comment ça a été enforcé, en ayant le contrôle du sous-domaine. Donc, au niveau de la prise de contrôle, on va appeler la prise de contrôle par opportunité ou passive. Vous allez avoir une attaque qui va partir des ressources existantes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans un cas d'attaque où on va se dire on va cibler l'organisation, créer des ressources pour l'attaquer, mais on va plutôt recevoir une adresse IP et puis on va analyser cette adresse IP et dire tiens, qu'est-ce qui pointe sur cette ressource et qu'est-ce que je peux exploiter en tant qu'attaquant. Ce qui permet d'activer ce genre d'attaque-là, c'est les IP dynamiquement alloués par l'info nuagique, le cloud, ou encore les IP dynamiquement alloués par les fournisseurs d'accès qui ont servi à de l'hébergement passif. On va voir, il y a des outils, donc de cette façon-là, au niveau d'un processus d'attaque, pour une attaque opportuniste ou passive, les étapes sont les suivantes. On va aller chercher dans le DNS History, donc on a plusieurs sites, la DNS History, UIS, XMLA Pi Overview, puis là on va mettre notre adresse IP dedans, j'ai quelques exemples qui viennent après, et ça va vous donner tous les enregistrements DNS qui pointent vers l'IP que vous avez présentement. Donc ça, c'est vraiment gratuit, facile. Les gens ont une zone mal gérée, ça pointe encore sur cette adresse IP-là. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est mettre un serveur avec les services qu'on veut héberger dessus, puis pouf, on héberge un service au nom de la marque. Et on n'y pense pas parce que c'est quelque chose qui est en arrière-plan, la zone DNS, là. Et puis, il y a peu d'organisations, surtout dans les PME, qui ont une routine de vérification de ces zones-là, une alerte de changement de la zone DNS et une vérification des entrées, et si elles sont encore valides. Et aussi, c'est un problème parfois organisationnel, j'en parle aussi après, entre les départements techniques et par exemple marketing, qui ont demandé des ressources pour une campagne donnée, puis ils ne vont pas notifier que la campagne est terminée. Donc pour les ressources techniques, il n'y a pas de date de fin, ça reste actif. Et puis la ressource qui pointe n'est plus utilisée. Le service, par exemple, SaaS, de mailing ou de publication va être décommissionné par le marketing parce qu'on arrête les coûts. Mais la cible du DNS va rester en place. Ça veut dire qu'un autre acteur va être capable de créer cette même ressource en reprenant le pointeur, mais ce ne sera plus l'organisation qui le contrôle, ce sera l'autre ressource d'attaque. L'outil suivant, c'est Security Trail, avec la recherche des DNS dans les logs AXFR. AXFR sont les logs qui permettent aux serveurs de domaine de synchroniser les zones. Quand vous avez une requête DNS, vous utilisez un serveur DNS chez vous pour pouvoir résoudre les adresses IP. Ça va chercher qui est le serveur DNS autoritaire sur la zone. Et puis, ça va prendre en cache les informations pour que les requêtes suivantes des clients du fournisseur d'accès Internet n'aient pas à faire la même recherche jusqu'au serveur autoritaire. Et elles ont un cycle de vie, mais ces transferts-là ont des logs qui sont publics. Donc on est capable de voir et de collecter de l'information sur les enregistrements DNS lorsqu'ils sont propagés d'un serveur à un autre. Ensuite, on va créer la cible, donc création du leurre selon la ressource, incluant les certificats SSL, comme Let's Encrypt par exemple, dont je parlais tout à l'heure. À partir du moment où on a le domaine qui pointe sur l'adresse IP, première chose, on met un serveur web, ensuite on va faire enregistrement du Let's Encrypt pour avoir le SSL qui est dessus et passer la plupart des filtres. Finalement, on va ensuite exploiter la ressource. Donc l'exploitation de la ressource, ça va être du phishing, ça va être du payload hosting. Donc le payload hosting, c'est qu'un payload, si vous ne savez pas, c'est par exemple l'hébergement d'un virus. Si on va vous envoyer une attaque sur votre organisation par email, où on va demander à l'utilisateur d'aller télécharger par exemple une mise à jour ou un fichier PDF, Word qui est piégé, on va l'héberger sur le site en question. Comme ça, ça va contourner les protections. Et finalement, on va finaliser l'attaque avec la prise de contrôle. Une fois qu'on a réussi à ficher la personne ou à prendre la ressource en place, on va ensuite procéder, par exemple, prise de contrôle des ressources, utilisation pour des attaques plus grandes, si on vise par exemple les cibles, parce que la cible initiale, ce n'est pas toujours la cible finale. Donc on peut utiliser une organisation pour bouger latéralement sur d'autres organisations. Mettons que vous êtes un fournisseur de compagnie A et que vous êtes une compagnie B plus faible, mais que vous êtes en business et en affaires avec cette compagnie-là, on va attaquer la compagnie B, prendre le contrôle des boîtes email, analyser vos communications et ensuite créer des courriels qui viennent de cette compagnie pour attaquer la cible finale. Donc là, vous êtes le maillon faible dans la chaîne de confiance.
finalement le détournement financier. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les incidents. Ça a l'air anodin. Une fois qu'on a pris le contrôle et l'accès, par exemple en ayant fiché les utilisateurs ou pris le contrôle de boîte email, en ayant fait authentifier des utilisateurs, on va étudier les communications avec les institutions financières, voir à qui vont les factures, à qui vont les demandes d'ordre de virement, et on va générer des ordres et des demandes de virement ou des factures qui vont être dirigées pour des comptes cibles à l'étranger. Je l'ai vu là, c'est très très courant quand on a un BEC, Business Email Compromise, une boîte email qui est compromise, c'est l'étape finale, c'est le détournement de fonds par virement. Et souvent, c'est des demandes de transfert qui ne sont pas annulables ou difficilement traçables, qui vont des pays à l'étranger. Les cibles idéales sont des manufacturiers qui se fournissent à l'étranger, comme en Chine, etc., où une fois que le transfert bancaire a été passé, on n'est pas capable d'aller récupérer l'argent. Donc, c'est ça, on y va. Donc ça, c'est un exemple de l'outil DNS History. C'est accessible publiquement. Quand vous allez là-dedans, il y a le petit champ de recherche. Vous pouvez mettre l'adresse IP là-dedans. Puis dès que vous mettez l'adresse IP, vous allez pouvoir voir tous les enregistrements qui étaient attachés à votre adresse IP. Il y a ceux qui ont été dans le passé, puis il y a ceux qui sont encore actifs. Donc ça, c'est un outil qui est super intéressant, qui est gratuit et c'est très très pratique. Le suivant, qui est très intéressant aussi, s'appelle Security Trails, qui donne un accès gratuit sur des résultats partiels. Et ça donne les données historiques des données DNS. Donc ça donne aussi l'évolution dans le temps des serveurs et ça peut servir à deux recherches, soit trouver si votre adresse IP est pointée par un DNS, mais ça peut aussi vous pointer vers des ressources qui ont été utilisées précédemment par l'entreprise. Par exemple, des sous-domaines qui ont pointé vers des ressources. Le sous-domaine a été enlevé, mais la ressource est encore active. Et souvent, on tombe sur des serveurs qui sont vulnérables, qui sont plus maintenus, mais qui ont encore l'information des entreprises. Donc ça, pareil, mauvaise gestion du cycle de vie des assets. On est capable d'aller trouver de l'information d'un point de vue d'un attaquant. Et ça, c'est toujours sur la partie opportunistique. Donc, au niveau de la prise de contrôle active via reconnaissance, on parle d'attaques ciblées visant une organisation en particulier. Donc là, les étapes, c'est un petit peu différent. On a une cible, on a une organisation qu'on veut aller attraper et on va essayer de chercher des informations qui sont dessus. Donc ce qu'il faut là, on va faire une recherche DNS pour identifier tous les sous-domaines existants. Donc il y a un lien en dessous qui permet de le faire, entre autres, là, nmapper.org, etc., ce qui permet de faire Subdomain Finder, puis ça va trouver tous les sous-domaines existants de l'organisation. Le but là, c'est de trouver des ressources qui sont abandonnées, oubliées. Donc on fait l'analyse, une fois qu'on a ces résultats, chaque entrée, chaque IP, on va vérifier les informations whois, c'est-à-dire à qui appartient l'information, à qui a enregistré le serveur, et on va voir si ça fait encore du sens ou si on est capable de l'exploiter. Des outils comme Shodan, qui permettent de lister les ports exposés, les services qui sont exposés, les versions, et même les vulnérabilités, vous allez pouvoir les trouver. Et finalement, les abandons de ressources, comme j'en parlais un petit peu avant, des pointeurs, généralement des CNAME, qui vont vers un ancien Shopify ou ce genre de choses, et qui vont être super utiles pour faire une attaque sur l'organisation. Une fois qu'on a ça, on va exploiter la ressource, soit via un exploit, donc on a soit exploitdb.com selon le service cible qu'on trouve, soit exploiter humainement avec de l'ingénierie sociale pour faire un détournement, soit cibler les utilisateurs. L'idéal, évidemment, c'est la ressource SaaS, la software as a service, qui n'est pas assignée, donc je parle de Shopify. Il y a plusieurs exemples qui vont venir avec ça en dessous. Et j'ai listé un article, je pense que les présentations seront disponibles après, qui explique comment prendre un Shopify quand il n'a pas été enregistré. Et j'ai un petit screenshot après qui vous montre comment ça fonctionne. Puis une fois qu'on a finalisé la prise de contrôle, on a une prise de contrôle des services, où on est capable de faire un détournement financier. J'ai vu ça dans le cas d'un incident, une compagnie qui avait un enregistrement Cloudflare devant leur service en ligne. Ils avaient enregistré un certificat SSL wildcard qui répondait à n'importe quoi.domaine.com. Et puis tout pointait sur Cloudflare, et la cible par défaut, c'était Shopify. Donc, n'importe quoi tapé devant le domaine, ça amenait vers Shopify. Donc, c'était très simple. Il suffisait d'ouvrir un compte Shopify, de faire réclamer la ressource, et on était capable de créer une boutique sur le nom de la compagnie. Il y a plusieurs de fausses boutiques qui étaient faites. Ça, c'était une marque de luxe qui était arrivée. Donc, vous pouvez imaginer n'importe quoi, comment on peut être créatif sur le nom de domaine d'une marque de luxe et comment on peut détourner des clients qui vont passer des commandes sur ce site, faire des transferts bancaires, et puis ensuite porter plainte ou dire « ouais, j'ai pas reçu ma commande », mais dans le temps que les clients vont se plaindre, on a largement un mois qui va s'écouler et ça peut faire une énorme détournement de fonds. Ça va heurter la marque parce que les clients vont se dire « hey, la marque m'ont volé, j'ai commandé sur leur vrai site avec un vrai certificat, ça n'a pas marché, ils me mentent ». Le client support de la marque est complètement perdu, ils n'ont aucune trace, aucune visibilité sur les tickets support, plus personne ne comprend rien, et jusqu'à ce qu'on identifie la source. Donc ça peut être vraiment le chaos total au niveau de cet impact-là. Et ça, c'est juste parce qu'on a une zone DNS qui est mal maintenue. Donc c'est vraiment très 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 bas. On va continuer.
Donc, quelques exemples d'exploitation de sous-domaines, parce que rien de tel que de prêcher par l'exemple. Donc ça, c'est des exemples que j'ai tirés de HackerOne. HackerOne qui est un programme de bug bounty où finalement des hackers ou ethical hackers sont capables d'aller répondre à des demandes de recherche. Donc le premier, c'était une prise de contrôle multiple via des instances non réclamées, ce dont je parlais un petit peu avant. C'était Starbucks qui a été victime de ça. Le bug a été identifié. Le bounty pour ça, c'était $8 000 qui a été payé au hacker éthique qui a reporté le bug. Techniquement, ça permettait simplement, dans ce cas-ci, de créer des instances software as a service, donc du Salesforce ou n'importe quel service, sous le nom de Starbucks, qui avait des vieilles entrées qui restaient dans le domaine, qui étaient exploitables. Donc vraiment mauvaise hygiène qui conduisait à ça. Puis ça a quand même été payé de cette façon-là. Le suivant, contournement d'authentification via prise de contrôle d'un sous-domaine. Celui-ci était très intéressant, c'était chez Uber, où on était capable de voler les comptes utilisateurs de Uber en bypassant l'authentification sur auth.uber.com avec un subdomain, donc qui s'appelait saostatic.uber.com. La façon dont ça fonctionnait, c'est que saostatic.uber.com, c'était un script qui faisait appel à ce site-là, à cette ressource-là dans le site de Uber. Quand ils ont migré leur système d'authentification, ils n'ont pas nettoyé le script et il y avait toujours l'appel de cette ressource. Cette ressource a été abandonnée, la cible a été reprise en contrôle, le script appelait toujours ce script-là, donc pour l'attaquant c'était super facile de mettre un hook et de détourner toutes les authentifications. Là c'était juste $5 000, pourtant c'est assez gros. Et cas numéro 3, prise de contrôle multiple via ressources de cloud oubliées. Donc ça aussi est très drôle. C'est des entrées CNAME dans votre zone DNS. Donc on a plusieurs types d'entrées dans la zone DNS, les champs A qui pointent vers les adresses IP, les champs CNAME qui sont comme des alias. Quelque chose.mondomaine.com va vers votre ressource.salesforce.com par exemple, ou du CDN, ce genre de choses-là. Cette façon-là, c'était un subdomain takeover avec svcgateway.devos.starbucks.com, encore une fois, et qui permettait d'aller exploiter une ressource cloud qui avait été encore une fois oubliée. On va continuer. Numéro 4, prise de contrôle multiple via ressources CDN oubliées. Donc CDN, c'est Content Delivery Network. Quand vous avez ça en place, ce sont des sites web qui ont mis en place des CDN qui permettent de livrer rapidement le contenu des sites aux quatre coins de la planète. Généralement, ça va servir des serveurs qui sont localisés près des cibles et qui permettent d'accélérer votre distribution. Le problème était qu'ils avaient oublié d'enlever une ressource dans le domaine qui était sur Fastly, qui était pour Snapchat. En gros, une entrée dans quelque chose.snapchat.com pointée vers Fastly CDN. Quand Snapchat a arrêté d'utiliser cette ressource-là, l'entrée était toujours valide. Donc les gens pouvaient héberger n'importe quoi dans la ressource Fastly en pointant par le domaine Snapchat. Donc faire croire aux utilisateurs, phishing, c'est du compte, du détournement, distribuer du virus, etc. Tous les chemins d'accès qu'on a comme d'habitude. Finalement, la zone 5, prise de contrôle multiple via ressources HubSpot oubliées dans la zone DNS. Je parlais de marketing. HubSpot, ça sert à gérer de la relation client, collecter de l'information, etc. via des formulaires. Ce qui s'est passé ici, c'est Roblox, célèbre compagnie de jeux en ligne, qui avait un site qui pointait vers HubSpot pour l'authentification. Enfin, ça ne pointait pas pour HubSpot pour authentifier les utilisateurs, mais l'appel du script vers HubSpot, de la même façon qui était resté sur le site vers la ressource inexistante, a permis d'injecter un script dans la partie utilisateur qui permettait de voler les comptes utilisateurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de control blocks qui sont à vendre sur le dark web, même si c'est un site qui est fait pour les enfants, ceux qui rêvent d'avoir des comptes avec beaucoup de points, beaucoup de hauts classements. Et donc ça permettait de faire ce genre de choses. Puis on retrouvait en vente dans le dark web des éléments contre blocks à vendre avec tant de points, etc. Et ça a été volé par simplement du scripting sur le sous-domaine. Finalement, exemple d'exploitation sous-domaine numéro 6, la prise de contrôle multiple via ressources Shopify et Google Doc. Donc celle-là est intéressante. Quand vous créez un Shopify qui est vide, j'en ai pas après Shopify, ils ont une belle équipe de sécurité, je connais du monde qui travaille là-bas, c'est juste que l'automatisation du processus rend les clients vulnérables s'ils ne suivent pas les meilleures pratiques recommandées par Shopify. Donc c'est une conséquence de l'automatisation. Ce qui se passe ici, c'est que simplement quand on set up un Shopify, une ressource, ça met toujours la même page standard, le template qui dit to finish your setup, to finish setting up your new web store, etc. C'est toujours la même phrase. Donc si on va chercher exactement cette chaîne de caractères dans Google, on va trouver tous les domaines qui pointent vers des Shopify non réclamés. Puis on est capable d'aller simplement prendre la ressource, ouvrir un compte gratuit trial chez Shopify et dire « Hey, ça c'est mon book » et puis poum, on peut créer tout ce qu'on veut. Et souvent, on trouve des grosses marques, c'est assez intéressant.
Donc, c'est ça. Si vous prenez des raccourcis là-dessus et que vous ne coordonnez pas le déploiement et que quelqu'un va mettre le sous-domaine qui pointe et que personne ne s'occupe de créer la boutique, vous risquez de vous faire voler votre ressource. Ça, pour Shopify ou n'importe quoi d'autre, c'est la même histoire finalement. Donc, adopter une meilleure posture, on va arriver aux solutions, puis on arrive quasiment au bout du timing. Pour limiter le risque de subdomain takeover, les bonnes pratiques. Mettre en place une surveillance active des zones DNS. Donc il y a des outils externes, j'en ai listé quelques-uns, mais ça peut être fait aussi en interne, dnsspy.io, dnscheck.co, Flare System, etc. Ce sont toutes des compagnies qui vous permettent de créer des alertes en cas de changement de votre zone DNS. Donc ça c'est intéressant, si quelqu'un hack votre serveur DNS ou votre zone DNS, vous pouvez avoir des notifications là-dessus puis prendre action. Sensibilisation à la sécurité de l'information pour tous les administrateurs, les DevOps et le marketing. On oublie souvent le marketing là, mais ils sont vraiment impliqués dans la demande de ressources dynamiques pour la gestion des campagnes, pour les rushs de fin d'année, pour les choses comme le vendredi noir, etc., Black Friday. Et ils veulent aller vite. Puis une fois que les campagnes sont terminées, on a une autre campagne qui s'en vient, c'est Noël ensuite, puis ils ne pensent pas à venir demander le clean-up des ressources qui ont été assignées. Et c'est souvent une période qui est propice sur la fin d'année, entre tous les événements, pour récupérer le contrôle sur des ressources oubliées. Application de la double authentification, le MFA sur tous les systèmes, puisqu'évidemment on parle de phishing avec ces sites-là. Donc quand les crédentiels sont volés, on va éviter qu'elles soient exploitables en ayant du multifacteur et parfois même de l'accès conditionnel si vous avez des ressources comme Azure, etc. Ce sont des fonctionnalités qui sont incluses si vous avez du Office 365, d'activer l'accès conditionnel et d'avoir des alertes sur tout ce qui est des comportements anormaux. Finalement, sécurité avancée pour les courriels et outils de collaboration. On parle de mettre en place les champs SPF, DNSSEC au niveau des zones DNS. C'est signer la zone DNS par cryptographie contre les changements. Comme ça, quand on a des requêtes DNS qui viennent là-dessus, on est capable de vérifier l'authenticité. Et ça va aider les outils de vérification de spam, les anti-spam, etc., pour vérifier l'authenticité d'un courriel. Si on n'a pas ces champs-là, les serveurs qui filent le spam ne peuvent pas savoir si c'est un vrai ou un faux email. Et donc, ils vont tendance à avoir le laisser passer. Inventorier et mettre à jour toutes les entrées DNS, révision régulière des cibles, réaliser une analyse d'empreintes numériques régulière et des pentests. Quand on fait une recherche d'empreintes numériques pour les entreprises, c'est souvent des ressources qu'on va trouver, notamment des anciennes ressources AWS, à pointer sur des serveurs AWS qui n'existent plus. Et ça, c'est vraiment à haut risque pour le takeover. Politique et procédures de gestion intégrées à la gestion du changement. Chaque fois que vous avez un changement d'infrastructure sur l'organisation, c'est bon d'avoir une vérification de sécurité, savoir s'il y a une analyse d'impact sur les DNS par exemple, et si c'est le cas, de les nettoyer. Analyser les risques des tierces parties exploitées dans les sous-domaines. Quand vous utilisez des services externes pointés par les sous-domaines, vérifiez si leur niveau de sécurité correspond à votre niveau de sécurité, si ça répond à votre niveau de risque. Finalement, documenter et communiquer les politiques, processus et plans de sécurité. Ça, c'est très ISO 27001. Moi, je suis un gars d'ISO 27001, donc documenter, communiquer. Puis, j'ai pas fait la note là-dessus, mais par exemple, la loi 25, aujourd'hui, qui est entrée au Québec, qui est l'équivalent de GDPR, il y a une notion clé qui est de pouvoir prouver que vous avez fait les bonnes actions pour pas être responsable juridiquement si vous avez une fuite de données. Donc, on ne veut pas avoir de négligence. Pour prouver que vous n'avez pas eu de négligence si vous avez un incident de sécurité, c'est important d'avoir tous vos processus et gestion du changement qui sont documentés. Comme ça, vous pouvez prouver en cas d'enquête ou d'incident que vous aviez eu les éléments en place pour protéger la sécurité. Parce qu'il n'y a personne qui est bulletproof en sécurité malgré ce que les vendeurs racontent. Donc si un incident arrive, ce qu'on veut, c'est éliminer la négligence, montrer que vous avez bien fait les choses. En plus, en baissant le risque, on a moins de chances de se faire avoir. Créer un programme de bug bounty, vous avez vu dans les résultats, les exemples que je vous ai montrés, c'est tout des bug bounty, donc des chercheurs externes qui ont trouvé ces informations. C'est aussi une bonne solution, ça coûte un petit peu, mais ça coûte bien moins qu'un incident de sécurité. Et finalement, assurez-vous d'être prêt pour la réponse aux incidents. Beaucoup de compagnies n'ont pas de contrat ou de partenaire privilégié avant qu'un incident arrive. Ça coûte très très cher quand on fait appel à une compagnie spécialisée qui ne vous connaît pas pour faire une réponse à un incident. Si vous avez déjà ça dans vos contrats et que c'est couvert dans vos souscriptions de whatever, de XDR ou peu importe la solution de sécurité que vous avez ou dans votre gestion de posture, ça vous coûtera bien moins cher. Vous avez soit une banque d'heures, soit c'est carrément inclus et illimité dedans. Et comme ça, quand il y a la moindre chose qui se passe, vous allez pouvoir avoir de l'assistance, ça ne vous coûtera pas des tonnes. Fait que voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est sûr qu'avec pas de micro, ça va être un petit peu complexe. Il y a un micro au milieu, mais... Questions, pas de questions? C'est beau? Bon, merci.